Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur les différentes questions qui sont posées par les acteurs de la finance responsable, par les acteurs de l'ESG vis-à-vis de l'investissement dans la défense. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Dumas. Bonjour Arnaud Dumas. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef finance durable chez Novetic. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce que depuis les événements récents qu'on a pu voir aux États-Unis, notamment la position du président américain vis-à-vis de la guerre en Ukraine, il y a eu des décisions politiques en Europe et notamment un plan de 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense qui a été annoncé il y a quelques semaines et ça pose un certain nombre de questions sur le sol européen vis-à-vis des acteurs de la finance durable, de la finance responsable, sur est-ce qu'on doit faire partie de ces investissements ou non, puisqu'une partie de ces 800 milliards d'euros d'investissement vont concerner aussi des investissements via des actifs privés. Aujourd'hui, quels sont les différents questionnements à l'œuvre sur le sujet, Arnaud Dumas? Effectivement, ça fait un gros débat dans le monde de la finance durable, parce que l'armement est depuis très longtemps plutôt exclu des fonds durables, Bien sûr. notamment sous l'impulsion des banques éthiques qui, elles, refusent une position catégorique dessus et refusent d'investir dans tout ce qui est armement et estiment que c'est de l'investissement public qui doit s'en charger. Sous la pression aussi de la société civile, il y a eu beaucoup de controverses sur des armes retrouvées dans des conflits avec des grandes sociétés européennes ou américaines et ça pose de grosses controverses. Bien sûr. Et du coup, le monde de la finance durable a progressivement exclu de plus en plus largement l'armement. L'armement controversé, les armes qui sont bannies par les traités internationaux, ça c'est évidemment une première étape assez normale, assez classique, mais ça a été un peu plus loin. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022, il y a des questionnements qui se posent sur le dessus, qui se posent encore plus fort aujourd'hui, que ce soit du côté des investisseurs institutionnels, donc les asset owners, ou des sociétés de gestion. Comment est-ce qu'on peut faire partie effectivement de ce train ou pas? La question, c'est l'armement dans les stratégies ESG, non. Mais quand il s'agit de défendre la démocratie ou la souveraineté européenne, est-ce que ça ne devient pas quelque part une thématique ESG? C'est ça un peu la question. C'est exactement ça. Il y a des investisseurs qui ont trouvé des arguments pour ça. Il y a l'AF2I, qui est l'association des investisseurs institutionnels, qui a fait un rapport, il me semble qu'il y a 2 ans, je crois, en disant que l'ODD numéro 16, qui permet Objectif de développement durable des Nations Unies, oui. Tout à fait, qui vise à vivre dans des sociétés pacifiques. En creux, dit qu'on doit pouvoir se défendre. Il y a aussi la Charte des Nations Unies qui dit qu'on a le droit de se défendre à partir du moment où on ne fait pas des guerres d'agression. Bien sûr. Et donc ça fournit des socles pour les investisseurs ESG pour financer ce type d'industrie, avec des réserves tout de même. Quand il s'agit de se défendre, entre guillemets, ça peut rentrer dans une stratégie ESG, c'est en tout cas ce que défendent ces acteurs-là. Mais il y a d'autres acteurs qui disent, oui, mais ça reste de l'armement. Exactement, et c'est toute la position difficile en fait de ces acteurs. C'est où est-ce qu'on va, jusqu'à où on peut financer. Donc si certains disent, à partir du moment où on fait une analyse ESG assez stricte de ces industries, de la même manière qu'on le ferait dans d'autres industries, finalement, est-ce qu'on ne peut pas les faire rentrer l'armement dans nos fonds? D'accord. Avec la méthodologie ESG, c'est ça? On le traiterait comme un autre actif, on y appliquerait une méthodologie ESG, et là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas rentrer les acteurs de la défense dans cette catégorie? Avec des spécificités qui sont les traités qui bannissent certaines armes, les armes controversées, et puis aussi le fait qu'il faut bien surveiller la chaîne de valeur, notamment à qui on vend, à qui sont vendues les armes. Alors, pour les acteurs européens, il y a beaucoup de législation. Malgré tout, on retrouve quand même de temps en temps des controverses. Donc c'est un point quand même très très important à surveiller. Il y a des acteurs comme Mirova, par exemple, qui demandent qu'il y ait un cadre qui soit mis en place, un cadre ESG qui soit mis en place pour favoriser ce genre de financement. D'accord, un cadre ESG qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui demain pourrait encadrer le fait qu'on aille investir dans certaines entreprises liées à l'armement dans un objectif de défense de la souveraineté européenne ou de pays dont on estime que le modèle est un modèle en lien avec les valeurs ESG, si je comprends bien. Exactement, c'est un cadre qui serait plus formalisé, j'imagine, qui permettrait d'analyser plus finement en fait, ces industries et donc de les financer
normalement par des fonds ESG. Quand on parle de finances durables, responsables ou à impact, ça dépend effectivement, on a les différents termes, on parle souvent des fonds article 8, article 9, par opposition au fonds article 6 par exemple. Est-ce qu'on pourrait investir dans la défense avec un fonds article 9 ? Alors, j'ai parlé avec un investisseur il n'y a pas très longtemps, une investisseuse qui me disait que non, c'était exclu de tous ces fonds article 9, parce que ces fonds article 9 ont pour but de financer la transition économique, écologique et sociale, et que l'armement ne s'inscrit pas du tout dans ces thématiques de fond. D'accord. Et c'est difficile effectivement de voir un impact positif sur l'environnement d'une arme, et encore moins d'un impact social. Donc, qui avait plutôt tendance à dire les fonds article 9, non, c'est pas forcément pour l'industrie de la défense. Après, il y a effectivement les fonds article 8 qui sont moins disants en termes écologiques et en termes ESG, en fait. Bien sûr. Et là, la porte est plus ouverte et il y a plein de fonds ESG qui financent déjà des entreprises de l'armement. Ça existe déjà aujourd'hui ? Ça existe déjà aujourd'hui. Ce qui suscite parfois des controverses. Aux États-Unis, je me souviens d'une association qui s'appelle ASUSO qui avait évalué le nombre d'industriels de l'armement qui étaient dans des fonds ESG. Alors, ça remonte il y a 2 ans, mais c'est à peu près 7 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Et ce qui, eux, ne leur convenait pas en disant que l'armement ne devait pas faire partie des fonds ESG. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de discussions sur le sujet aujourd'hui, s'il y a déjà des fonds ESG qui financent des entreprises de la défense ou de l'armement ? Alors, l'industrie de l'armement estime que, malgré tout, les critères ESG les excluent trop largement de ces fonds. Ok. Et en plus... Et là, il y a un plan d'investissement massif, donc effectivement, il faut que ça soit facilité, si je comprends bien, en tout cas selon ceux qui voudraient que ça rentre dans les... Je pense aussi que tant que la finance durable était finalement une niche, c'était pas trop gênant. Aujourd'hui, elle s'est quand même beaucoup généralisée, même si elle subit un backlash aujourd'hui, elle reste quand même en position assez forte, et donc l'armement ne veut pas se couper de cette base complètement, et donc demande d'aller un peu plus loin. Il y a des travaux parlementaires réguliers sur la question. Voilà. Ensuite, l'industrie de l'armement a aussi un gros problème de financement de tout ce qui est TPE, PME et qui ne sont pas cotés. Et donc là, des accès au financement bancaire difficiles. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment une forme de lobbying assez poussée de leur part. Et ça pose aussi des questions parce qu'il y a effectivement les entreprises dont l'activité est effectivement liée directement à la défense ou à l'armement. Et puis il y a les sous-traitants des sous-traitants. À quel moment on définit qu'une entreprise rentre dans le secteur de l'armement ou non ? Eh ben c'est toute la question, notamment du cadre, de mettre un cadre, j'imagine, sur l'analyse de ces entreprises. C'est à partir de quel seuil on décide qu'elles font trop partie de la défense ou pas assez. Voilà, il y a vraiment des analyses assez fines à faire sur l'activité des entreprises. Et il faut avoir accès aussi aux données de ces entreprises, effectivement. Bien sûr, oui. Ce qui pose parfois sans doute un problème. Il y a certains acteurs qui estiment que l'industrie de la défense n'est pas assez transparente sur certains aspects. Donc voilà. Arnaud Dumas, je rappelle que vous êtes journaliste, donc vous suivez ça et vous échangez avec tous les acteurs. Votre avis, de votre vision un petit peu plus lointaine du sujet, on va pouvoir réussir à réconcilier ces deux visions, ou au contraire, va y avoir finalement deux manières de faire de l'ESG, une qui intégrera la défense et l'autre qui ne l'intégrera pas? Je ne pense pas qu'on réconciliera ces visions. Il y a toujours des acteurs qui ne voudront jamais, ou en tout cas qui disent ne vouloir jamais financer la défense. C'est trop, ça ne fait pas partie de leurs enjeux de durabilité. Par contre, il y a effectivement un mouvement en ce moment assez fort qui fait que de gens qui veulent financer. Donc ça se fera, et je pense qu'il y aura effectivement ces deux canaux. Après, la question qui se pose, c'est le client final, finalement. Bien sûr. Faut-il qu'il pose la question, finalement, celui qui va lui proposer un fonds, à chaque fois de savoir s'il y a de l'armement ou non à l'intérieur? Exactement. Et là, la transparence sera cruciale, parce que on l'a vu avec les énergies fossiles dans le label ISR, par exemple. Le label ISR a érodé la confiance des épargnants progressivement, parce qu'il y avait encore des énergies fossiles dedans, parce que la transparence n'était pas suffisante. Ça s'est résolu avec la refonte du label ISR récente. Il ne faudrait pas que ça se reproduise avec l'armement, par exemple. Bien sûr. Il faut vraiment que l'investisseur final ou l'épargnant sache ce qu'il a dans son fonds. Merci beaucoup Arnaud Dumas d'être venu décrypter le sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef finance durable chez Novetic. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour Enjeu Patrimoine.